Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de la parentalité, du couple, de l'amour, du développement personnel, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, qui peut être un défi pour beaucoup, le pardon. Nous recevons pour ça Gilbert Grezet. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu es marié, tu as une fille. Oui. Tu es pasteur. Oui, à Clarens et à Lausanne. Donc en Suisse. Oui. Tu es aussi responsable du département famille à la Fédération adventiste de la Suisse romande et du Tessin. Oui, depuis 1993, pas mal d'années. Depuis un bon moment. Et tu as aussi quelques formations suisses. Oui, j'ai suivi des cours à l'Institut d'études du couple et de la famille et à l'Institut de la famille à Genève, des instituts laïques qui ont apporté un complément que j'ai vraiment apprécié après mes études de théologie. Donc je pense que tu as abordé ce sujet qui, à mon avis, est très lié à la famille, c'est le pardon. Oui, à la famille et au développement personnel. Tout à fait. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter pour commencer, pour Volontiers. illustrer ce thème? Volontiers. Je vais vous raconter l'histoire d'Albert Michel, un banquier, et de Monsieur Robin, un paysan de la Broye vaudoise, qui retourne une fois à la banque et qui dit au banquier « Monsieur, monsieur, quand vous m'avez remis l'argent de mon chèque ce matin, vous avez commis une erreur. » Et le banquier, un peu sur ses gardes, dit « De toute façon, monsieur, c'était quand vous avez reçu votre argent que vous auriez dû me le dire. Une fois que nos clients ont franchi la porte de la banque, c'est trop tard, nous ne revenons plus en arrière. » « Ah bon, dit monsieur Robin, ben, si j'avais su, je me serais évité les kilomètres pour revenir jusqu'ici. Remarquez que d'un côté, je ne regrette pas mon déplacement parce que ça m'a permis de voir quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, ce qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent. » Et monsieur Robin repart dans sa ferme, dans la Broye vaudoise. Mais le lendemain, monsieur Albert Michel est devant sa caisse de banque, devant son écran avec les sommes des transactions, et il compte ses billets, il a de plus en plus l'air inquiet, il lui manque un billet de 1000 francs dans sa caisse. Et la règle de la banque est claire, s'il y a une perte d'argent, ben c'est l'employé qui doit assumer, et il devrait donc remettre ces 1000 francs de sa propre poche. Et c'est alors qu'Albert Michel se souvient de la visite du paysan qui était venu la veille, en fin d'après-midi. Et il se dit, si par hasard il était venu avec le billet de 1000 francs. Alors comme il a les coordonnées de son client, il décide à la pause de midi d'aller retrouver M. Robin. Et quand il arrive dans la ferme de M. Robin a un petit sourire malicieux, et puis il dit comme ça « Ah, mais quel plaisir de vous voir, Monsieur Michel, on n'a pas tous les jours l'occasion de voir quelqu'un qui ne se trompe jamais. » Et Monsieur Michel le regarde en disant « Ben, écoutez, c'est-à-dire que, comprenez mon embarras, mais peut-être que hier, est-ce que je vous aurais pas remis un billet de 1000 francs de trop? Oui, oui, c'est exactement pour ça que j'étais revenu en fin d'après-midi, mais si j'avais connu les règles de votre établissement, ben, je me serais abstenu d'être venu, et voilà pour moi, quel est le problème? » Et puis Albert Michel dit, mais vous savez, à la banque, il y a un règlement qui dit que s'il manque 1000 francs dans ma caisse, c'est moi qui dois les payer de ma poche. Oui, je sais bien, mais si l'erreur avait été en ma faveur, est-ce que vous seriez revenu aussi? Et Albert Michel devient rouge jusqu'aux oreilles, il dit non, probablement pas, mais, enfin, excusez-moi, mais pour moi, ce serait très, très difficile de sortir ces 1000 francs. Et puis là, intervient la fille de Monsieur Robin, qui dit « Allez, allez papa, ne taquine pas plus longtemps ce banquier, je sais que tu as mis les 1000 francs de côté pour les lui rendre à l'occasion, redonne-les lui. » Et alors, M. Robin va à l'intérieur, il revient, il tend le billet de 1000 francs à M. Albert Michel, au banquier, celui-ci saisit le billet de 1000 et prépare à partir très vite, assez gêné, et puis M. Robin lui dit « Halte, 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 jeune homme, pas si vite, j'aimerais que nous prenions le temps de boire le café ensemble. » Parce que j'aimerais pouvoir vous dire une ou deux choses. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est ce que M. Robin a dit. Une chose est nécessaire à toute cette histoire. La première, c'est reconnaître qu'on a pu faire une erreur. C'est la première chose. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a erreur, le problème va rester. Deuxième chose, il faut être d'accord de dire « excusez-moi » ou, dans un terme plus chrétien, demander pardon. Ce n'est pas un défi moindre, hein, demander pardon. Et puis ce qu'on peut faire encore de mieux, c'est vivre le retour à la paix par le pardon offert par l'un
est reçu par l'autre. C'est une histoire intéressante. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. On dira que oui. Donc, on va sortir de cette histoire. On va parler de manière plus générale. Est-ce que toute blessure nécessite une démarche de pardon? Alors, plus ou moins, plus ou moins. Je dis des fois pour m'amuser, si tu me marchais sur le pied, je te dirais, écoute, Nice marche sur la Suisse, pas sur ses habitants. Et puis, on rigole un peu les deux, et puis on va pas en faire une histoire, on va pas en faire tout un fromage. Par contre, certaines blessures, elles, vont demander une démarche de pardon, tant de la part de l'offenseur que de la part de l'offensé. Et ces blessures, elles ont 3 caractéristiques. Elles sont personnelles, elles sont injustes, et puis elles sont profondes. Si on est atteint par une blessure qui nous touche personnellement, qui relève d'un sentiment d'injustice et qui en plus est assez profonde, on ne s'en sortira pas sans démarche de pardon. Là, on ne pourra pas faire une petite rigolade et puis se dire ça va bien. Non, ça n'ira pas bien. Si on a ces 3 aspects dans la blessure, alors il faudra aller dans la direction du miracle du pardon. Tu parles de miracle. Oui, parce que... quelque chose de naturel, donc. Non, j'aurais une autre histoire à raconter. Je crois que sur le pardon, les histoires enseignent beaucoup. C'est celle d'un immigré américain dit de 2e génération. C'est-à-dire qu'on voit assez bien ce que ça veut dire, je crois, dans le monde d'aujourd'hui. Ses parents sont arrivés en Amérique depuis la Hollande, donc il parlait mal l'anglais, pas l'anglais, avec un accent très fort. Et puis lui il a grandi là, mais il était quand même de 2e génération. Et du coup, il y avait une certaine rivalité entre immigrés, et ceux de la 3e génération avaient tendance à mépriser ceux de la 2e génération, parce qu'eux avaient déjà un meilleur accent, étaient plus intégrés, etc. Et la famille de Lewis Smedes, et donc cette famille d'immigrés de 2e génération, viennent s'établir, et puis c'est une famille assez nombreuse, il y a 5 enfants. Et en face de chez eux habitait une famille d'immigrés de la 3e génération du nom de Broutmeyer. Et ces Broutmeyer étaient assez méprisants pour la famille Smedes. Et drame dans la famille Smedes, le papa décède très jeune, 40 et quelques années. Et du coup, la maman Smedes, qui n'avait pas de profession, qui élevait seule ses 5 enfants, qui élevait ses 5 enfants avec son mari, se retrouve seule pour élever ses 5 enfants. Du coup, elle doit se mettre à faire des ménages, c'est le seul travail qu'elle a pu trouver. Elle rentre assez épuisée chaque soir, et du coup, elle doit faire encore les devoirs aux 5 enfants, faire à manger, etc. Et puis, malheureusement, Madame Broutmeyer vient presque chaque soir expliquer à Madame Smedes toutes les bêtises que les 5 enfants Smedes avaient fait en rentrant de l'école l'après-midi par rapport à ça, et on sent que le climat devient épouvantable. Et la pauvre Madame Smedes, elle supporte presque plus ces visites de Madame Broutmeyer, et une fois, n'y tenant plus, elle se décide. Et c'est beau parce que c'est Lewis qui raconte, il dit « J'ai vu ma mère traverser la route, entrer chez Madame Broutmeyer d'un pas tellement décidé que l'armée des anges n'aurait pas pu la retenir. » Et effectivement, Madame Smedes va taper du poing sur la table de chez Madame Broutmeyer. Elle va hurler toutes ses vérités à cette dame qui aurait dû plutôt l'aider plutôt que de l'enfoncer. Enfin, elle est déchaînée. Madame Broutmeyer bat en retraite. Et puis elle commence à dire des mots, attendez, je vais appeler la police, vous n'avez pas le droit de venir chez moi, enfin, etc. Tout d'un coup, Madame Smedes fait demi-tour, et du coup, les enfants Smedes qui étaient à la fenêtre de chez eux voient leur maman revenir d'en face, blanche comme la feuille de papier que j'ai ici. Elle a traversé la maison des Smedes, elle est allée à la salle de bain, les enfants l'ont entendu vomir et pleurer pendant une demi-heure. Et depuis là, Lewis Smedes dit qu'il s'est mis à détester les Broutmeyer de façon sommitale. Et il a souhaité tous les malheurs du monde. Il espérait que leur maison prenne feu, que les enfants soient écrasés par des voitures. Enfin, il souhaitait tous les malheurs du monde. Il dit d'ailleurs, il dit dans son témoignage, « J'ai trop longtemps aimé ma haine ». Ça le tenait debout. Il ne comprenait pas comment cette Madame Broutmeyer pouvait que leur faire des misères, alors qu'elle aurait dû être solidaire de sa voisine qui avait déjà perdu son mari et qui devait s'occuper seule de ses 5 enfants.
Mais voilà, Lewis Medes va rencontrer la foi chrétienne et on va lui dire qu'il faut apprendre à pardonner, pardonner même à ses ennemis. Et pour lui, ben voilà, le défi est énorme. Pardonner à Madame Broutmeyer, il ne pouvait pas. Il écrit d'ailleurs, mais je crois que j'ai déjà dit, j'ai trop longtemps aimé ma haine. Et il n'arrivait pas à pardonner. En écoutant un témoignage comme ça, on peut se dire que c'est presque légitime de ne pas réussir à pardonner. Est-ce qu'on peut, à l'image de ce Lewis Medes, rester sans pardonner? Alors naturellement qu'on peut rester sans pardonner. Seulement à ce moment-là, on reste prisonnier de sa haine, de sa rancune, et ça peut même avoir des mauvaises répercussions physiques sur son organisme. Maintenant, on sait que les personnes qui ne pardonnent pas vont développer des effets secondaires dans leur organisme à leur désavantage à eux. Donc on a meilleur temps de démarrer une démarche de pardon. Seulement comment faire? Le corps réagit parce que Oui. notre psychique est dans la je sais pas si on peut rancune. dire. Est dans la rancune, d'accord. Ouais. Alors, il y a un enseignement qu'on peut sortir de là. C'est une citation. Quand vous arriverez à vous voir votre ennemi et vous-même, partageant cette humanité faible et limitée, vous accomplirez le miracle du pardon avec beaucoup plus de facilité. Et c'est peut-être le secret qui a permis à Lewis Medes d'avancer dans sa démarche de pardon, c'est de voir tant Madame Broutmeyer que lui-même ou que sa mère comme des humains, l'Église catholique dit, faibles et pécheurs. Et c'est vrai que si on reconnaît qu'on est des humains faibles et pécheurs, on est tous comme ça, alors entre nous, on arrivera mieux à entrer dans une démarche de pardon. Donc le message d'aujourd'hui, c'est tu invites tout le monde à pardonner. À bénéficier de la libération due au pardon. C'est pas comme s'il fallait mettre un poids sur les gens, une pression sur les gens en disant « allez-y, pardonnez ». Ce serait pas bon. Mais c'est pouvoir bénéficier de la libération qui est due au pardon. Et est-ce qu'il suffit de décider « hop, je pardonne, ça y est, c'est fait ». Est-ce que c'est une décision et voilà, c'est fait? Le problème, quand on prend ce genre de décision, c'est qu'on peut se diriger vers des faux pardons. Des faux pardons? Oui. C'est intéressant, ça. Oui, c'est des pardons qui sont des espèces de justifications. Enfin, il y en a toute une liste. Je vais vous les mentionner quelques-uns. Il y en a un, par exemple, ou deux ensemble qu'on va prendre, c'est un peu les mêmes. C'est ce qu'on appelle le pardon politique de l'autruche, qui se cache la tête dans le sable et qui n'ose pas regarder vraiment le problème. C'est la même que la politique du drap blanc, où on va dire « non, non, mais moi, il n'y a pas de problème, regardez, la page est blanche, j'ai pas de souci ». On se rend compte que c'est un tout petit peu méthode Coué, hein. J'ai chaud, puis en fait on claque des dents, puis on se dit j'ai chaud. Avec le pardon, on nie les problèmes. Et ça, c'est pas une résolution du problème. Ça ne va pas le résoudre. Il va rester enfoui quelque part et il va ressortir presque automatiquement. C'est ce qu'on disait, peut-être de forme psychosomatique. Par exemple, exactement. Il y a d'autres faux pardons. Un qui est assez terrible d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le marchandage. C'est-à-dire, je veux bien te pardonner si tu fais ça ou ça. À une condition. Voilà. Dans le cas de Lewis Medes, il aurait pu dire, je veux bien pardonner à Madame Broutmeyer si elle vient s'occuper de nous pour nous aider. C'est souvent aussi ce qu'on se dit, je pardonne s'il vient demander pardon. Ah, aussi, voilà, par exemple. C'est courant aussi. Et ça peut paraître presque légitime de se dire je pardonne, mais il faut bien que la personne reconnaisse qu'elle a fait une erreur. Alors là, ça, c'est un faux pardon quand même. Si on dit je pardonne si, on entre dans une démarche de marchandage, c'est donnant-donnant. Et le pardon ne procède pas du marchandage. Là encore, ma formation de théologien me pousse à parler de Jésus-Christ. Si Dieu avait dit « je vous pardonne si vous faites quelque chose », c'est pas comme ça que ça a marché. Jésus est venu, il a offert sa vie, il nous a proposé le pardon, et à partir de là, on peut aller vers lui en se sentant bien. Un corollaire de ce pardon marchandage, c'est l'approche psychologique. On va trouver des excuses à notre agresseur. Non, mais c'est vrai, je comprends que tu m'aies fait ça parce que quand tu étais petit, on t'avait maltraité, donc du coup, c'est pas grave si tu m'as maltraité. Ça s'explique, c'est une explication, ça peut même tenir la route. Mais ça justifie. C'est-à-dire, ça ne va pas libérer. On ne va pas être libéré de ça. On va se dire, il y a peut-être une bonne raison, mais n'empêche qu'on souffre quand même.
Il y a encore des faux pardons, il y a le transfert de la responsabilité, ben c'est un peu ça. On va dire c'est pas de ta faute, c'est d'autre chose, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Ou alors le talion, c'était même, un talion n'est pas très connu, la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous allez dire, mais c'est juste un truc horrible, c'est pas du C'est pardon. le contraire du pardon, Alors, presque. aujourd'hui, c'est le contraire du pardon. Mais quand elle a été instaurée, la loi du talion, c'est extrêmement ancien, c'est l'époque tout à fait avant Jésus-Christ, des millénaires avant Jésus-Christ, quand la société avait comme coutume de venger 7 fois. C'est-à-dire que si par accident je tuais quelqu'un de ta famille, eh ben ta famille s'organisait pour tuer 7 personnes de la mienne. Alors après, moi, ça faisait 49, hein, on voit où on allait, c'était juste épouvantable. C'était pas toujours le meurtre, ça pouvait être le vol. Mais si on apprenait qu'on m'avait volé un bœuf, ben moi j'allais voler 7 bœufs. Et là, la loi du talion est venue. Du coup, c'était presque une diminution de la violence. Œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie, une vache volée pour une vache volée. C'était déjà mieux. Mais après, on va aller encore plus loin en disant pardonnez même à vos ennemis. Un faux pardon serait encore la gomme mentale. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être ces gens qui disent non, non, mais t'inquiète pas, j'ai oublié. Alors, faut juste savoir que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire j'ai oublié ça. C'est une contradiction interne. Donc on va rester, mais on va se forcer l'esprit à dire j'ai oublié. Ou alors, dernier exemple encore de faux pardon, c'est de dire non, mais moi de toute façon il m'arrive que des problèmes, alors un de plus, un de moins, c'est pas grave. Non, Victimisation. non, tout ça, ça va pas. Alors, à quoi reconnaît-on le vrai pardon? Alors le vrai pardon procède d'une démarche à double sens. Tu l'as d'ailleurs déjà un peu évoqué tout à l'heure. L'offensé et l'offenseur ont chacun un travail à faire. L'offenseur, c'est d'aller demander pardon. Et l'offensé, c'est d'admettre la demande de pardon de l'autre et d'arriver, si possible, à dire « je te pardonne ». Et ça, c'est pas facile. Déjà à cause d'une chose, c'est que l'offenseur doit reconnaître la gravité de sa faute, non pas selon son échelle à lui, mais selon l'échelle de valeur de l'offensé. Se mettre à la place de l'autre. Oui, et d'admettre que la faute que j'ai commise, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'idée, mais je prends un exemple peut-être un peu naïf, mais si à moi, voler 5 francs, ça ne me touche pas tellement, ben je me dis, je peux aller te voler 5 francs, qu'est-ce que ça peut faire? Mais peut-être que toi, ces 5 francs, tu en avais besoin pour une chose ou une autre ce jour-là, et que le fait que je te les aie volés va mettre en péril, je ne sais pas, un voyage en bus ou enfin quelque chose, un truc comme ça. Du coup, quand moi je te demande pardon de t'avoir volé les 5 francs, je peux te pas dire, juste les 5 francs. voilà, je pourrais te dire, écoute, moi si on m'avait piqué 5 francs, ça ne m'aurait pas fait grand-chose. Alors je veux bien te dire pardon, mais enfin faisons pas tout un fromage. Non, je dois écouter ton histoire, comprendre pourquoi à toi ça t'a fait mal que je te vole tes 5 francs et que oui, je dois te demander pardon en fonction de la blessure que toi tu as ressentie. C'est souvent ça le problème, je pense. C'est que pour nous, c'est rien, et puis l'autre se sent tellement offensé, on ne comprend pas, et du coup, on se dit qu'on n'a même pas besoin de demander pardon, alors que pour l'autre, il est complètement anéanti. L'offenseur doit apprendre à mesurer sa faute dans l'œil de l'offensé. C'est un grand enseignement, ça. Ouais. C'est important à retenir. Et du coup, on va reconnaître plusieurs choses. La gravité de la faute selon l'œil de l'offensé, on a déjà dit. Deuxièmement, le fait qu'on ne peut pas annuler ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est pas négligeable. Des fois, on aimerait presque dire « je te demande pardon », puis on oublie. On fait comme s'il n'y avait rien eu. Ou alors, je te demande pardon, donc tout de suite, il faut que tu sois bien, parce que ça y est, j'ai demandé C'est pardon, classé. on oublie. Ouais, non, mais c'est pas possible. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. C'est un processus. Et en fait, l'offenseur doit même être capable de se dire « je ne mérite pas d'être pardonné ». C'est pas parce que je vais demander pardon que l'offensé doit pardonner. C'est pas comme ça que ça marche. L'offenseur demande pardon et c'est à la liberté de réaction de l'offensé de donner la suite de la démarche. Demander, on demande, la personne donne si elle veut. Bien sûr que le mieux c'est de donner ce pardon, mais la personne a le droit de dire non. Ou de dire j'y arrive pas encore. Comme Lewis Medes, il lui a fallu du temps. Et il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la tête de l'offensé.
la principale blessure va être... je vais prendre plutôt une image encore une fois. S'il y a une guêpe qui vient, qui pique ma main, ou une abeille, et qui a l'aiguillon dans la piqûre. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais on passe à peine le doigt sur l'aiguillon, mais ça fait une douleur terrible. Alors que si quelqu'un arrive à nous enlever l'aiguillon, c'est toujours enflé, ça fait toujours un peu mal, mais il n'y a plus cette espèce de blessure à vif. Eh bien, le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est enlever l'aiguillon. Mais après, ça demandera du temps pour que ça désenfle, pour qu'on en prenne soin et que petit à petit, la main redevienne normale. Et ça prend un certain temps. Et il faut que l'offenseur qui a demandé pardon accepte que l'offensé a besoin d'un certain temps pour que sa main guérisse. Donc c'est un processus qui prend du temps. Ouais. Si on doit résumer en une ou deux phrases tout ce qui a été dit, parmi les exemples que tu as donnés, qui ont vraiment permis de se rendre compte de ce que c'est le pardon, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'histoire de Kim Phuc. Je vais la résumer, mais vous pouvez la trouver sur Espoir Média ou Espoir TV. Sur adventplay.tv, dans la section témoignages. Mais en quelques mots, c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin une petite fille vietnamienne qui va être brûlée sur presque tout son corps par un bombardier américain qui va lâcher du napalm sur son village. Et un journaliste était là et il a fait cette célèbre photo que vous verrez dans le reportage de cette fille qui court toute nue parce que ses vêtements ont brûlé sur elle avec un visage de douleur terrible. Et cette image a paru le lendemain du bombardement. Et le pilote du bombardier, John Plummer, a été anéanti quand il a vu ça. Et sa vie va être pleine de difficultés énormes parce que justement, il vit avec cette culpabilité sur lui. Jusqu'à un certain jour où il va pouvoir rencontrer Kim Phuc, presque, j'ai envie de dire miraculeusement, dans une soirée des anciens combattants du Vietnam. Kim Phuc est venu pour témoigner des brûlures, de comment elle a été soignée et tout ça. Et lui, il prend sa décision et il va au-devant de Kim Phuc et il lui dit « c'est moi ». Et la seule chose qu'il arrive à dire en face d'elle, c'est « I'm sorry, I'm so sorry ». Il n'arrivait rien à dire d'autre. Et Kim Phuc a ouvert les bras et elle a dit « je vous pardonne ». Oui, son témoignage effectivement sur adventplay.tv qui est très, on la voit, il y a quelques années, ça a été enregistré. C'est très, très impactant, très, très fort de voir ce pardon. Donc, ce que j'ai envie de dire en conclusion, vivre des moments de libération comme ça, parce que le pardon, c'est s'enlever un poids, c'est enlever à l'offensé le poids de la blessure et c'est enlever à l'offenseur le poids de la culpabilité. Si on peut considérer que le pardon, c'est une libération, alors on aura envie de vivre des expériences de pardon. Merci beaucoup Gilbert pour ces mots qui sont forts, qui sont solennels je trouve, et qui sont pleins d'espoir. Oui. Peut-être que c'est le moment de regarder parmi vos relations et peut-être prendre cette décision courageuse de demander pardon ou alors de pardonner, en sachant que ça peut prendre du temps. Mais comme l'a dit Gilbert, c'est libérateur, c'est pour vivre mieux, vivre en paix et vivre libéré. C'est tout ce qu'on vous souhaite avec Gilbert. Oui, tout à fait. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Famille sans tabou. D'ici là, prenez soin de vous.